Oui, donc je m'appelle Olivier Marion, je travaille à la section de prévention des risques professionnels de la CAFAT. Et donc là, j'interviens sur le sujet de souffrance au travail. Alors rapidement, présenter le service. Donc le service prévention, on a une mission d'accompagnement des entreprises dans leur démarche de prévention. On fait la promotion et on apporte une assistance technique gratuite. Les employeurs peuvent nous solliciter pour les accompagner dans leur démarche de prévention au sens large. Et on leur met le pied à l'étrier, on les aide. On n'a pas vocation à être consultant en santé-sécurité, mais on contribue, on aide et il ne faut pas hésiter à nous solliciter parce que, bon, ils le font, hein, remarquez, il n'y a pas de problème. Donc on aide également les services de la CAFAT dans leur mission, notamment le service retraite, pour l'instruction des dossiers de retraite anticipée, et notamment pour apprécier la pénibilité. La pénibilité des postes de travail, savoir si la personne peut ou non bénéficier d'une retraite anticipée. On travaille également avec le recouvrement. Là, c'est dans le cadre des enquêtes d'établissement, c'est-à-dire qu'on contribue à l'analyse un peu de la dangerosité des activités de l'entreprise, de façon à déterminer leur taux de cotisation. C'est-à-dire plus une entreprise comment dire, à une activité dite dangereuse, hein, même si ça c'est très subjectif, hein, elle cotise plus. Et donc, de temps en temps, on contrôle, on apprécie un petit peu la dangerosité si on est dans tel ou tel secteur et on détermine les taux. Et on aide également le service indemnité journalière et santé, donc ceux qui prennent en charge les salaires en cas d'arrêt, pour notamment faire des enquêtes de matérialité. Donc là, je reviendrai là-dessus. Mais le gros de notre mission, c'est le support aux entreprises et aux établissements scolaires professionnels pour leur apporter une assistance technique dans leur démarche de prévention. Donc ça peut être du conseil, de l'information, des séances de sensibilisation. On ne peut pas appeler ça formation parce que sinon on se mettrait à dos tous les organismes de formation de Nouvelle-Calédonie. Mais bon, ça y ressemble, hein. On intervient dans l'entreprise, on fait de la sensibilisation, on peut participer à des enquêtes d'accidents, des visites de terrain. On participe au CHSCT pour veiller à ce qui fonctionne bien. On apporte notre soutien dans les débats. Et on peut produire des statistiques à la demande des entreprises. Par exemple, statistiques sur un secteur, etc. Il faut nous solliciter. Et l'autre levier qu'on a, c'est la possibilité de sanctionner. Sanctionner les entreprises qui auraient beaucoup d'accidents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les cotisations ne couvrent pas les prestations, on peut augmenter, un peu comme un truc d'assurance, hein, on met des malus, et puis les gens cotisent plus parce qu'ils ont trop d'accidents. Ou on peut leur mettre une majoration parce que sur les constats qu'on fait sur le terrain lors des visites, on voit qu'il y a des gros manquements à la sécurité, on peut leur proposer une majoration de leur cotisation, sanction. Et également, on peut les aider financièrement. Une entreprise qui aurait besoin d'aide financière pour l'achat d'équipements, une démarche de prévention, enfin tout investissement qui contribuerait à la prévention des accidents, on peut aider. On peut aider jusqu'à hauteur de 50% de l'investissement. Donc c'est pas rien. On est pas mal sollicité, hein, j'ai pas besoin d'en faire beaucoup la promotion. Et quand on travaille sur ces sujets-là, c'est soumis à l'avis d'une commission où il y a l'inspection du travail, des administrateurs de la CAFAT et la DAS. Donc tout ça pour en venir au fait que sur le site de la CAFAT, on peut nous solliciter, et notamment les médecins, hein, il n'y a pas de raison, on pourrait très bien solliciter le service prévention. Si vous avez écho vos patients vous font part de conditions de travail particulièrement dures ou dégradées qui pourraient contribuer à leur mauvais état de santé, pas interdit qu'un médecin nous sollicite et nous demande d'intervenir dans une entreprise ou à minima d'aller jeter un œil et de regarder ce qui s'y passe. Donc ça, c'est quelque chose, rien ne l'interdit. Si ça peut motiver une action de prévention chez nous, que ça soit motivé par une alerte d'un médecin, d'un salarié ou d'un employeur, nous, c'est pareil. Donc voilà, pour ce qui est du service prévention. Alors pour revenir dans le vif du sujet, je vais juste faire un petit rappel du fonctionnement du régime des accidents du travail et maladies professionnelles de la CAFAT. Parce que pour prise en charge de la souffrance, il y a un côté financier. Et donc la CAFAT, c'est le principal assureur des travailleurs calédoniens, travailleurs du secteur privé. C'est-à-dire, comme je l'ai un peu évoqué lors des enquêtes d'établissement, les employeurs cotisent de 0,72 à 6,48 de leur masse salariale, en fonction de leur activité. Plus ils ont d'activités dites dangereuses, plus ils cotisent. Bon, encore une fois, il y a des entreprises qui ont des activités dites dangereuses qui n'ont pas d'accident.
Et pourtant, ils cotisent beaucoup plus, parce que leur activité est reconnue dangereuse, qu'une entreprise qui cotisera à 0,72, mais qui en revanche a énormément d'accidents. C'est un petit peu... le système est comme ça. Donc c'est pas très hyper motivant pour un employeur qui sera très bon. Parce que de toute façon, quoi qu'il fasse, il cotisera, boum, en fonction de son activité. Donc ces cotisations, elles permettent de, suite à un accident du travail, c'est-à-dire un accident au temps et au lieu du travail, un accident de trajet, c'est-à-dire sur le trajet du domicile au travail ou du travail au lieu de déjeuner régulier, et dans le cas de maladies professionnelles, de prise en charge assez exceptionnelle, dans le sens où 100% des frais médicaux, le maintien du salaire et le versement d'une rente. C'est-à-dire, grosso modo, un patient qui se blesse au travail a une prise en charge absolue. On ne peut pas faire plus. C'est-à-dire qu'on lui maintient son salaire, on lui paye absolument tous les frais liés à sa guérison, et éventuellement on lui verse une rente si jamais il a des dommages irréversibles suite à son dommage. Et ces cotisations servent également à supporter les coûts de fonctionnement du régime AT-MP et le fonctionnement du SMIC également. L'idée derrière ça, c'est que d'avoir ce système a été conçu pour faire en sorte que le travailleur retourne rapidement au travail et cotise à nouveau. Entre guillemets, hein, c'est un travailleur qui ne travaille plus ne cotise plus. C'est pas bon pour le régime. Donc, entre guillemets, les employeurs calédoniens étant ceux qui financent le système est vraiment à leur avantage. Tout est fait pour accompagner les travailleurs dans le maintien au travail. Et c'est la mission principale du SMIC, hein, on pourra revenir dessus. Néanmoins, ce système, il est quand même tellement beau, merveilleux, qu'il y a des abus. Hein. Le statut d'accidenté du travail peut devenir un statut recherché par certains salariés comme une opportunité d'être... avec un petit mal de dos, 4-5 ans, un peu aux frais de la princesse, et arrêter de travailler. Ça peut être aussi une opportunité de soins pour un médecin. C'est-à-dire, voilà, ce salarié, aujourd'hui en accident de travail, c'est l'opportunité de lui faire le soigner, parce que tout sera pris en charge par la CAFAT. Une opportunité aussi, des fois, pour les employeurs. Bon, un salarié un peu casse-couille, à la limite, s'il est chez lui, payé par la CAFAT, pourquoi pas, hein. Et voire même de l'autorité qui peut abuser du système en disant bon, le salarié en accident de travail, on l'écarte de la situation problématique entreprise, ça va nous laisser le temps de le gérer. Tout le monde a tendance un petit peu à abuser, toutes ces minorités fait que il y a beaucoup de gens qui en abusent. Et le système va mal. Et si on regarde les possibilités de contrôle, parce que à CAFAT, on doit contrôler quand même, veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'abus, il y a une notion du droit qui fait que ça ne rend pas les contrôles faciles. C'est cette notion de présomption d'imputabilité. C'est-à-dire qu'un accident, à partir du moment où il a lieu au temps et au lieu du travail, quelle qu'en soit la cause, c'est un accident du travail. Et si on a des doutes là-dessus, c'est à la CAFAT d'apporter la preuve. Mais il faut qu'on soit certain de ce qu'on apporte comme élément de preuve. C'est-à-dire à partir du moment où on a un doute, on sera rebooté au tribunal. Donc grosso modo, quand un salarié fait valoir ses droits, alerte immédiatement son employeur, va voir rapidement un médecin, grosso modo, les possibilités de contrôle sont quasi nulles. C'est-à-dire que, à moins qu'il y ait suspicion d'une faute intentionnelle, c'est-à-dire que le gars se soit fait mal volontairement, mais ça encore, faut-il s'en douter. Nous, en général, quand il y a une risque, on va faire une enquête de matérialité, on va regarder un petit peu les motifs de la bagarre, entre guillemets. Quand l'employeur émet des réserves, mais les employeurs dans le système actuel sont rares, ceux qui émettent des réserves, parce qu'ils n'ont pas spécialement d'intérêt à émettre des réserves. Bon, il y a des employeurs engagés dans des démarches de prévention qui ont maintenant pris le réflexe de le faire, mais il n'y en a pas tant que ça. Les troubles psy, parce qu'il y a beaucoup de situations qui sont vécues comme des accidents de travail et qui sont ni plus ni moins que l'exercice du pouvoir disciplinaire. Je vous annonce demain votre licenciement, forcément vous allez être affecté, mais ça ne constitue pas un accident de travail. Vous allez être affecté, vous allez être malade, vous avez besoin de soins, mais ce n'est pas un accident de travail. Et puis, des fois, les lésions qui sont décrites sont un petit peu pas vraiment cohérentes avec le fait accidentel qui est décrit. Mais là, pareil, c'est difficile et c'est là où le contrôle médical prend un peu le relais.
Donc les possibilités de contrôle, elles sont surtout quand on sort du cadre, c'est-à-dire quand le salarié met un petit peu de temps à déclarer son accident de travail, ne prévient pas immédiatement son employeur ou ne va pas tout de suite voir un médecin. Là, à ce moment-là, le principe de présomption d'imputabilité se casse la gueule. Mais ça devient au salarié de démontrer qu'effectivement, ces lésions sont liées à son travail. Donc tout ça pour dire que le contrôle, il est difficile dans le sens où le droit quand même protège beaucoup l'assuré. Tant mieux pour l'assuré, mais compte tenu que le système est quand même très avantageux, on a des abus et notre possibilité d'action sur les abus est quand même limitée, il faut le reconnaître. Alors, quelques données quand même pour voir qu'est-ce que ça constitue. Alors, je vous ai mis sur 4 ans, je vais m'attacher essentiellement sur 2020. Donc, grosso modo, les gens qui cotisent au régime accident du travail, il y en a environ 75 000. On reçoit en moyenne 4 000, 4 500 déclarations par an. Et il y en a un peu plus de 3 500 environ qui sont reconnus. Les rejets, c'est-à-dire les situations qu'on ne reconnaît pas, 80%, c'est parce qu'il n'y a pas de prise en charge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soins, il n'y a rien à rembourser, tout simplement, ou parce que l'assuré ne fait pas les démarches administratives, il ne va pas transmettre le CMI et des choses comme ça. L'assuré, il y en a qui abusent, il y en a qui abusent pas du tout. Ça fait presque 20%, c'est énorme. Et puis, il y a des matérialités qui ne sont pas établies dans le cadre des enquêtes. Donc on a quand même tous les ans environ 2500 accidents de travail avec arrêt. Là, les maladies professionnelles, on voit, ça baisse bien depuis plusieurs années, mais on en a quand même on va dire entre 60 et 80 tous les ans, et les accidents de trajet, on voit là à peu près 200, etc. Si on regarde les tendances, on voit que au fil du temps, les gens se blessent de moins en moins au travail. On voit l'indice de fréquence, c'est le pour 1000. C'est-à-dire pour une population de 1000 travailleurs, on voit que petit à petit, ça baisse au fil du temps. En 2014, on avait 43 salariés qui avaient un accident de travail avec arrêt. Et en 2020, on est autour de 35. Bon, à pondérer les chiffres de 2020, parce qu'avec le chômage partiel, etc., et les problèmes qu'il y a pu y avoir dans le Sud, etc., beaucoup de salariés n'ont pas travaillé, donc ne sont pas blessés, tant mieux pour eux. Mais néanmoins, ça n'empêche pas qu'il y ait une tendance à la baisse. En revanche, si on regarde la gravité de l'accident, lui, en revanche, ça ne baisse pas. Et ça a plutôt tendance à monter. Et quand on regarde la durée moyenne d'un accident de travail, sur un accident de travail, la durée moyenne de l'arrêt, on est sur 50 jours. 50 jours d'arrêt travail, donc presque 2 mois. Ça, c'est la moyenne. C'est énorme. Et si on regarde un peu à la loupe les secteurs, un des secteurs où la durée de l'arrêt est le plus long, c'est dans les bureaux. Ils ne se blessent pas beaucoup, mais quand ils se blessent, ils se font très mal. Étonnant. Par contre, dans le BTP, beaucoup moins. Ils se blessent plus, mais heureusement, quand ils se blessent, ils se font pas mal. Et il y a des choses comme ça, étonnantes. C'est d'autant plus étonnant quand on regarde un peu les causes d'accidents et qu'on regarde comment les gens se blessent aujourd'hui au travail. Ben, en fait, il y a un gros... Là, j'ai mis 70%, mais on peut dire 80% des accidents, c'est ce que nous, on appelle en prévention de la bobologie. C'est-à-dire les gens se cognent, les gens se tordent la cheville, glissent, se pincent, se coupent. Enfin, des accidents domestiques au travail. En grosso modo, c'est 80% des accidents de travail sont des accidents domestiques qui se produisent au travail. Fort heureusement, les accidents graves, finalement, vraiment sérieux, où le gars tombe de haut. Par exemple, vous voyez, attendez que je trouve ça, sur le risque électrique, 8 accidents avec arrêt. 8 électrisations. C'est que dalle. Des amputations, des choses comme ça, c'est extrêmement rare. Si on en a 2 ou 3 par an, je dirais, c'est un grand maximum. Bon, des décès, malheureusement, on en a, hein, mais si on enlève les malaises, c'est-à-dire les gens qui meurent d'un AVC ou d'une crise cardiaque au travail, on divise par 2 le nombre de décès au travail. C'est-à-dire, par exemple, si on regarde les accidents de la route, hein, en gros, tous les ans, il y a une 60aine de personnes qui se tuent sur la route, il y en a peut-être 1 qui se tue au travail. Et encore, pas tous les ans. Donc le travail, c'est pas forcément un endroit où dangereux.
contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup la prévention, hein, les gens s'engagent et beaucoup d'entreprises quand même veillent à ce que leurs salariés ne se blessent pas. Et si on regarde les maladies professionnelles, hein, on voit largement que plus de 90% des maladies professionnelles, c'est des troubles musculo-squelettiques. Vous voyez, par exemple, là, j'ai pris sur 3 ans, mais si je prends sur 10 ans, des pathologies liées à l'exposition du nickel, j'en ai pas. Dans un milieu Nouvelle-Calédonie où, a priori, il y a beaucoup de nickel, beaucoup d'expositions, etc. En revanche, des gens qui se font mal en utilisant mal leur souris, ça, j'en ai beaucoup. Énormément. Après, bon, on voit, il y a quand même à souligner hein, la problématique de l'amiante, hein, notamment l'amiante environnementale. Hein, bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de cas, mais il y en a. Hein, bon, bah, les patients sont très âgés, hein, c'est-à-dire c'est le reflet d'une exposition du passé, mais on a quand même des situations et en général les gens en meurent. Hein, on ne meurt pas d'un canal carpien, mais par contre d'un mésothélium, oui. Donc voilà un peu la situation par rapport aux maladies professionnelles. Et juste quelques chiffres par rapport à ce que je vous dis finalement, moins en moins d'accidents, une gravité réelle, hein, de situationnel qui est quand même de plus en plus faible, et pourtant un régime qui, au plus mal, qui est ultra déficitaire, avec presque 1 milliard de déficit fin 2018, et une situation bon, bah, qui, sans changement, va à la faillite de ce régime aussi. Hein. Mon directeur dit le RUAM est malade et son petit frère commence à avoir le nez qui coule et on s'en est pas trop occupé. Mais le régime accident du travail va très mal aussi. Donc voilà un petit peu en introduction. Dans le cas de la souffrance au travail, il y a cette notion de sauver le régime et donner les moyens de la traiter, tout bêtement financièrement. Voilà pour moi. Laisser la place à Docteur Legros. Alors, ceci, je peux faire une petite conclusion sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, quand les employeurs ne sont pas très enthousiastes pour accepter un accident, il faut bien différencier le problème de l'accident de travail et de l'arrêt de travail. Parce que justement, on en a parlé, l'accident de travail, maintenant, on n'a pas très bonne réputation pour un employeur. Parce qu'effectivement, comme les durées d'arrêt sont extrêmement allongées par rapport à un accident, une maladie quelconque, c'est vrai que tout dépend si l'employeur veut voir son salarié rester au boulot ou revenir le plus vite possible, ou si au contraire il veut s'en débarrasser. S'il veut s'en débarrasser, à la limite, il va lui offrir l'accident du travail, lui dire, il va signer tout de suite ses papiers, parce qu'effectivement, s'il n'a pas trop de boulot, parce que le contexte économique n'est pas très favorable, l'accident du travail arrange l'employeur. Ça fait effectivement un employé en moins qu'on n'a plus besoin de payer parce qu'il n'y a pas de boulot, quoi, hein. Donc moi j'ai vu très souvent effectivement des employeurs qui encourageaient les employés à poursuivre, à se faire arrêter par leur médecin parce que bon bah il n'y a toujours pas de boulot. Donc on a les deux extrêmes, c'est-à-dire l'employeur qui veut plus en fait avoir à charge son employé, et puis il y a ceux qui au contraire veulent le garder. Et donc pour eux, le contexte de l'accident, c'est quelque chose qui va éloigner très, très longtemps finalement l'employé de son boulot. Donc là, effectivement, il peut ne pas être très enthousiaste à signer les papiers. Mais c'est à cause de l'arrêt de travail qui va avec. C'est pas trop le fait que ça soit l'accident, puisque, comme tu viens de le dire, l'accident ne change rien pour la situation financière de l'entreprise, en fait, hein. Donc il n'y a pas intérêt à esquiver en fait le contexte d'un accident du travail. Et effectivement, les cas que vous signalez sont quand même relativement anecdotiques. Il y a une pression dans tous les sens. Bon, on va en parler de toute façon, hein, parce que justement, la souffrance en travail, c'est un problème complexe, hein, c'est comme ça que je l'introduis. Alors complexe, on pense tout de suite à compliqué, non. C'est simplement qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que ça va être une soupe de paramètres mélangés ou est-ce qu'on va essayer d'un petit peu de les organiser? Et donc l'organisation, c'est une véritable dimension supplémentaire du problème. C'est plus les pièces d'un puzzle, c'est des niveaux d'information successifs. Il faut avoir une pensée donc un petit peu verticale. Pas considérer le puzzle horizontalement seulement. Et donc, je vous ai fait alors c'est totalement personnel, hein, mais une petite liste de ces niveaux d'information qu'il faut prendre en compte pour une souffrance au travail.
Donc il y en a que vous connaissez bien, le niveau physique professionnel, que fait physiquement le salarié dans son métier. Bon, vous avez vu que beaucoup de maladies professionnelles, c'est de l'ostéo-articulaire, donc c'est des surmenages physiques liés à la répétitivité des gestes. Et en fait, ça peut concerner, et même sans doute plus facilement, des salariés qui sont très, très habitués à leur travail. C'est rarement des gens qui démarrent, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais c'est plutôt des gens qui sont depuis un moment dans le boulot. Alors, moi j'ai une explication possible à ça, c'est que les gens ayant des habitudes de mieux en mieux rodées font un geste de plus en plus répétitif en fait, hein, parce qu'au départ on cherche un peu les meilleures façons de faire et donc on n'est pas toujours en train de travailler de la même façon. Mais quand on a des années de travail dans les mains, le geste, alors là, il est strictement le même, et donc le corps, il est vraiment à l'usine, parce qu'on utilise toujours la même façon, parce que c'est la meilleure, on l'a trouvée, et il n'y a pas de raison d'en changer. Donc souvent, c'est des salariés qui sont depuis longtemps dans le métier, en fait, hein, qui font en tout cas des maladies professionnelles liées aux gestes très, très répétitifs. Donc il y a aussi donc, les postures chez les employés de bureau, parce qu'effectivement, il y a énormément de gens qui travaillent dans les bureaux, qui ont des maladies professionnelles, des accidents du travail, et c'est parce qu'ils sont trop immobiles, ils ne bougent pas. Donc là, les niveaux d'intervention, c'est ceux que vous connaissez, c'est l'ergonomie du poste, etc. Bon, ça, c'est une chose qui est assez bien connue, et donc j'aurais pas trop de nouveautés à vous dire là-dessus, puisque c'est assez bien pris en charge. Mais on n'est pas toujours sur ce niveau d'information. Il y a un niveau plus général, là, qui est beaucoup plus difficile, en fait, à codifier. C'est le niveau d'entretien physique général. Est-ce que, bon, si on considère que le corps est le principal outil de travail, comment est-ce que les gens l'entretiennent? Et là, c'est ce qu'ils en font toute la semaine, en dehors du travail en particulier, parce que si justement les gens qui ont des activités très répétitives varient beaucoup leur activité physique en dehors du travail, ils vont être quand même effectivement sans doute plus aptes que quelqu'un qui, dès qu'il est plus au boulot et dès qu'il abandonne ses gestes répétitifs, se repose ou fait des choses très sédentaires. À ce moment-là, le corps ne travaille plus que d'une seule façon, alors que les autres continuent à varier à leurs tâches physiques. Donc ça, c'est très important. Et par exemple, les gens qui sont très sportifs, en général, vont faire moins de surmenage ponctuel sur un tendon épicondylien, parce qu'ils ont un métabolisme qui est très stimulé en permanence par toute l'activité physique qu'ils font, même en dehors du boulot. Donc l'habitus, donc cette habitude générale d'activité physique est très important. C'est un niveau d'information à considérer. Après, au-dessus du physique, on arrive au niveau psychologique. Donc on passe aux neurones. Et les neurones, il y en a qu'on ne contrôle pas directement. Hein. Ce que j'appelle le psychologique inconscient, c'est toute cette partie de votre cerveau qui interprète tous ces stimuli sensoriels et qui va les organiser pour construire votre univers. Parce que, bon, vous savez que tout ce qu'on voit, tout ce que c'est pas la réalité vraie, c'est l'interprétation qu'en fait notre cerveau. On a chacun la sienne et on ne fait pas tous la même. Et donc on est parfois bien informé par tous ces stimuli, on fait une réalité qui correspond assez bien à celle des autres, enfin du moins au consensus général. Puis parfois ça ne marche pas très bien. Donc il y a des pathologies de cette interprétation des signaux physiques. Vous voyez que j'ai mis là-dedans la fibromyalgie, parce que la fibromyalgie, c'est vraiment la caractéristique de la maladie où on ne trouve rien au niveau physique. Ça fait quand même 30 ans qu'on cherche des anomalies physiques chez les fibromyalgiques qu'on ne trouve pas. On a été voir même au niveau des neurosciences, on trouve des petites choses, mais ça semble plutôt être conséquence que cause. Il n'y a pas de génétique de la fibromyalgie, etc. Et pourtant, c'est une maladie très répandue. C'est des gens qui n'inventent pas du tout leur douleur. Ils ne sont pas en train de simuler leur douleur, ils les éprouvent vraiment. Donc ce n'est pas psychologique volontaire, ce n'est pas biologique, c'est entre les deux. Ben, ça, c'est donc dans ce niveau d'information que j'appelle psychologique inconscient, c'est-à-dire que les gens ne sont pas informés correctement de leur réalité, de la réalité qui les environne, et en particulier de leur réalité physique personnelle. Après, vous avez le psychologique conscient. C'est-à-dire que les gens, il y en a qui au contraire, bon, les fibromyalgiques en général sont au niveau psychologique conscient très riche. Hein. La verbalisation, là, vous la connaissez, ça peut prendre même des heures. On n'arrête jamais l'expression des symptômes. Bon. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des fibromyalgiques justement qui considèrent que ces douleurs, c'est normal. En fait, ils ont des gens souvent qui sont éduqués dans un milieu où on considère que c'est pas la vie. La vie n'est pas rose tous les jours, on considère que c'est normal d'avoir mal. Donc moi je vois encore quand même des authentiques fibromyalgiques qui viennent consulter pour la première fois, alors que ça fait 10, 20 ans qu'ils ont des douleurs comme ça,
considérant que c'était normal, n'ayant jamais verbalisé ses problèmes. Donc vous voyez, il peut y avoir un problème effectivement psychologique conscient sur la capacité à exprimer en fait ces troubles, dire où ça se situe, dire si effectivement c'est un problème au travail, est-ce que c'est un problème familial, est-ce que c'est un problème ailleurs, des gens qui verbalisent mal. Il peut y avoir un problème au niveau de l'auto-observation. Et là, vous le savez tout de suite, si les gens justement fibromyalgiques s'auto-observent mal, c'est-à-dire que la fibromyalgique est sa souffrance, elle ne s'observe pas souffrir. Donc vous avez beaucoup de mal à discuter, parce que vous l'observez souffrir, vous essayez de discuter de sa façon d'être, enfin de sa façon de se comporter en fonction de la douleur, et elle vous dit « je suis une douleur ». Donc c'est difficile de communiquer effectivement, parce que c'est un niveau d'information différent. Donc c'est important de savoir s'il y a une prise de conscience de l'origine de la souffrance. Après, bon, il y a le niveau, on continue encore après les niveaux, on va dire, psychologiques personnels. Il y a les niveaux sociologiques. On vit au milieu d'une société, donc on a un certain niveau d'information ensuite qui s'impose à nous. Il y a le niveau sociologique professionnel, donc comment ça se passe. On a des cercles sociaux, il y a le cercle conjugal, familial, le cercle professionnel. Tous ces cercles correspondent à des niveaux d'information différents et il faut essayer de dépister où se situe le problème. Un problème conjugal ne va pas retentir de la même façon sur une souffrance au travail qu'un problème où le conflit se situe au niveau du travail. Donc c'est important pour parler de la souffrance au travail, de savoir s'il n'y en a pas déjà une ailleurs, éventuellement dans le milieu domestique. Et il y a aussi encore un niveau sociologique institutionnel, avec donc, c'est là où interviennent nos médecins du travail, les caisses d'assurance maladie, les mutuelles. Il y a des gens qui sont bien pris en charge, d'autres mal. Ça va influencer beaucoup, parce que si vous voulez, quelqu'un qui va déclarer parfois un accident du travail peut le faire parce qu'il a une très mauvaise couverture sociale. Ça peut être un motif de pousser dans ce sens. Et quelqu'un qui n'a pas de mutuelle, effectivement, va avoir un problème d'accès aux soins qui disparaît avec l'accident du travail. Donc ça, c'est le niveau sociologique institutionnel. Vous voyez, c'est déjà quelque chose à considérer complètement indépendamment de la profession proprement dite. Et puis j'ai mis un niveau sociologique général. Donc ça, on va dire que c'est, on pourrait d'ailleurs mettre égal politique, hein, puisque c'est la place du travailleur dans la société. On va en parler juste après avec les accidents du travail. C'est le corps du topo, là, le rôle de l'accident du travail. Donc la reconnaissance culturelle du travailleur et des troubles au travail. Et donc, par exemple, effectivement, en France et en Chine, la prise en charge de ces problèmes-là n'est pas du tout la même, parce que culturellement, la place du travailleur n'est pas du tout la même. Donc vous voyez que c'est très important en fait, d'enquêter indépendamment sur tous ces niveaux. Et en fait, s'il y a quelque chose de ce topo que vous devez retenir, c'est vraiment ça, hein, c'est d'essayer de savoir à quel niveau se situe le problème. Parce que vous pensez bien que si on n'est pas au bon niveau d'information, qu'on commence à faire des infiltrations sur une épicondylite, alors que c'est un problème de relation avec les collègues, ou un problème de prise en charge par les organismes d'assurance maladie, etc., bon, on n'est pas du tout sur le bon traitement. Il faut, le traitement, parfois, il peut être effectivement psychologique et pas physique. Surtout dans ce contexte de l'accident du travail qui est quand même très présent. Donc il faut, parfois ça peut être mélangé, hein, il faut essayer de trouver le niveau initiateur du problème. Moi j'ai vu des accidentés du travail, bien sûr, prendre le prétexte du moindre petit mal de dos pour venir exposer leur souffrance qui venait d'un milieu professionnel extrêmement agressif pour eux. Parfois c'était un conflit avec un collègue, des choses très simples comme ça. Donc il faut quand même le savoir. Parce que si on n'est pas au courant, on ne va jamais résoudre le problème avec des médicaments ou des kinés ou des choses comme ça. L'idée de retourner au boulot est totalement insupportable pour la personne. Donc c'est impossible de la guérir sans avoir effectivement pris ce problème, enfin avoir été éveillé à ce problème. Alors j'ai pris quelques exemples simples. Bon, par exemple, une tendinite pure. Là, on est au niveau d'information physique dont je vous ai parlé. Donc là, c'est des choses assez simples. Il y a effectivement le corps qui est à l'usine. On répète effectivement un geste. Par exemple, on fait des sandwichs toute la journée. Bon, les tendons travaillent en tractant toujours au même endroit. Donc là, il n'y a pas de problème d'insertion dans le milieu professionnel. On peut effectivement traiter physiquement. Donc en général, c'est d'ailleurs discuter avec la personne, essayer de voir si elle peut faire des choses un petit peu plus variées, lui conseiller de devenir un peu ambidextre, de faire plusieurs postes de travail en même temps pour ne pas être trop longtemps en train de tirer au même endroit. Enfin bon, c'est en général assez facile hein, quand c'est des problèmes purement physiques. Mais il faut tout de suite voir quand ça guérit pas,
regarder un peu ce qui se passe quand même aux autres niveaux. Et donc c'est là où on part en fait d'un niveau physique, mais on regarde ce qu'il peut y avoir autour. Par contre, si c'est un conflit de personnes, donc il faut tout de suite effectivement un petit peu en guetter. Moi, dès que je vois un accident du travail, je lui demande s'il est content d'aller tous les jours au boulot. C'est vraiment une question aussi importante que de faire relater les circonstances précises de l'accident. Il faut savoir qui se plaint et pas seulement quelle est la plainte. Donc, voilà. Donc, en fait, alors, l'intérêt de cette grille, je vais vous la remettre, c'est que justement, si vous voulez, on peut sortir tout de suite des manichéismes, par exemple, employeur-exploiteur ou employé-feignant, parce que ça, c'est des choses qu'on entend souvent. Et franchement, c'est du réductionnisme, hein, parce que il faut démembrer ça, parce qu'effectivement, employeur-exploiteur, c'est possible, mais vous voyez, ça relève plutôt du militantisme politique. Donc on est dans ce niveau sociologique général, parce que c'est-à-dire qu'on part avec un a priori, si vous voulez, sur la situation du travailleur dans la société. Donc on n'est pas en fait sur le cas particulier de la personne, on est tous influencés effectivement par l'état du marché du travail. Selon qu'on vote à droite, à gauche, on va déjà voir en fait ces situations de la même façon, hein, parce que des gens qui vont penser que la masse des travailleurs sont exploités, donc être favorables à ces plaintes, et puis d'autres qui vont considérer qu'on a fait énormément de progrès de ce côté-là et qu'il y a beaucoup moins de raisons de se plaindre. Donc vous voyez, on avait déjà, en tant que médecin, déjà une petite vision un peu politique, sociologique générale, qui va influencer notre prise en charge des cas particuliers. Et faut en avoir conscience. Et l'intérêt, si vous voulez, de ce démembrement, c'est déjà de se placer soi-même en tant qu'observateur. Où est-ce qu'on est effectivement au niveau sociologique général, vous voyez? Donc on rentre les informations. On n'est plus en train de se faire avoir parfois par ses propres attitudes et ses propres opinions sur le sujet. C'est l'avantage de cette grille. Et bon, là, c'est un petit débordement, mais cette grille, ça s'applique largement en dehors du travail. Hein. Ça s'applique à toute la pathologie médicale. Il y a toujours un soignant, donc un diagnosticien, et qui interprète les troubles qu'on lui présente. Donc, donc la relation médecin-patient n'est jamais neutre. Et donc, sans cette grille, si vous voulez, la santé, c'est effectivement une sorte de systèmes de techniques locales répondant à des problèmes locaux. On a des sortes de cases où on met les gens, mais on est sur les pièces du puzzle. On est effectivement sur un système, une pensée horizontale. Et donc on a des règles de bonne conduite pour chaque problème, mais comme on traite les problèmes indépendamment, ceux qui sont multifactoriels sont mal pris en charge. Donc si on est sur un truc très simple qui concerne que quelques critères, genre une infection pulmonaire, bon là il y a un microbe, c'est clair, le nombre de critères impliqués, c'est pas très compliqué, on va me donner un traitement biologique, un antibiotique, c'est réglé. Mais dès qu'effectivement il y a une maladie qui va retentir sur l'habitus, sur l'activité sportive, sur la façon dont les gens se déplacent, etc., on est dans un système avec multicritères, où il faut démembrer avec la grille que je vous ai montrée. Et sinon, on n'est pas forcément au bon niveau de traitement. Et en fait, on est dans une sorte de chaos médical. Donc, et je pose la question, cette non prise en compte de la grille hiérarchique serait-elle la cause du déficit chronique de l'assurance maladie et des conflits entre caisses et médecins? Parce que bon, il y a un problème d'incompréhension à ce niveau-là. Hein. Il y a des gens qui pensent traiter des problèmes physiques ou psychologiques, et ils peuvent être effectivement dans le mauvais niveau d'information. En tout cas, quand les moyens ne sont pas appliqués au bon niveau d'information, ils tombent dans le vide et sont une perte sèche. Voilà, enfin bon, c'était un petit peu un à côté par rapport au sujet principal. Alors je vais revenir sur les accidents du travail, parce qu'effectivement, le contexte dans lequel ça a été créé, cette législation, a été très différente de celle qu'on a aujourd'hui. Donc jusqu'à la fin du XIXe siècle, comme la gestion des accidents était très très libérale. Hein. C'était le salarié qui signait un contrat de travail et il ne posait pas trop de questions, il était content de trouver du boulot, donc il prenait tous les risques à sa charge. Et en fait, il allait effectivement au travail sans aucune garantie de s'en sortir, quoi, hein. Il y avait effectivement des amputations, des accidents majeurs. Et il n'y avait aucune pression juridique sur l'employeur. Donc ça laissait des familles sans ressources, sans capacité. Donc c'était vraiment des drames humains.
Donc, bon, voilà, il fallait que les gens soient aidés par leurs proches, et bon, c'était vraiment les laisser, enfin bon, ça pouvait se passer bien ou très très mal. Donc, il y a eu un tournant juridique en 1848, et donc le contrat de travail, à partir de cette date, n'a pas plus s'imposer au droit commun concernant la réparation d'un tort causé à autrui. Donc, c'est le début de la responsabilité qui a été transférée au patronat, et qui a abouti à la législation actuelle des accidents du travail. Donc ça a été mis en place, la législation, dans une situation d'injustice criante vis-à-vis des salariés. Hein. C'était vraiment pas du tout comme aujourd'hui. Alors qu'actuellement, comme tu l'as montré très bien, la protection des accidentés est devenue excellente. Et je pense d'ailleurs que tu n'as pas montré à quel point, parce que, étant donné que les gens sont pris en charge intégralement avec un salaire versé à 100%, il faut savoir aussi que tout ce qu'ils ont comme emprunt va être payé par les assurances, que parfois les entreprises, dans certains cas, ont des assurances supplémentaires quand l'employé est assuré, en particulier pour les cadres. Et donc ça a créé ce qu'on appelle le syndrome du revenu paradoxal. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais le syndrome du revenu paradoxal, c'est que les gens peuvent gagner beaucoup plus en étant arrêtés qu'en allant au boulot. J'ai vu des cas où c'était le double. C'est-à-dire que les gens, en continuant leur arrêt, étaient payés 2 fois plus qu'en reprenant le travail. Comment est-ce que vous voulez renvoyer quelqu'un au travail dans ces conditions? C'est absolument impossible. Et donc, les gens perdaient la moitié de leur salaire en retournant au boulot. Donc, bon, là, c'était effectivement, les gens venaient chercher leurs papiers, etc. Donc c'est vrai que ça finit par donner le contraire de ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'au lieu justement de contexte d'accident, de permettre de renvoyer rapidement les salariés au boulot, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est là, effectivement, on voit les abus les plus monumentaux. L'accident du travail, et en général, sort dans toutes les causes de durée prolongée de la plupart des problèmes ostéo-articulaires. C'est la première cause de lombalgie qui va faire traîner un arrêt de travail. C'est pas la présence d'une hernie discale, c'est aucun symptôme physique, c'est pas ce qu'on voit au scanner ou à l'examen clinique. Le premier truc qui sort en facteur de risque pour avoir un arrêt de travail prolongé, c'est le fait d'être en accident du travail. La gravité du traumatisme intervient bien derrière. Donc c'est le premier facteur de prolongation de la maladie et la prise en charge en accident du travail. Donc on a même intérêt à simuler un accident du travail. C'est-à-dire qu'il y a une forte prédominance des déclarations d'accident le lundi, le lendemain du week-end. Et c'est le vendredi qui en a le moins. C'est-à-dire que c'est à la fin de la période travaillée de la semaine qu'il y a le moins d'accidents déclarés. Et c'est au début, enfin c'est juste après la période de loisirs du week-end qu'il y en a le plus. Donc je vous laisse apprécier l'origine de ces accidents. Et puis donc il y a eu une transformation effectivement du type de l'ouvrier, c'est-à-dire qu'avant l'ouvrier c'était effectivement un artisan qui vendait en fait sa capacité de travail, sa force de travail à un employeur. Il avait donc un profil d'artisan, alors qu'aujourd'hui effectivement on est dans un système beaucoup plus collectiviste et donc les gens doivent recevoir effectivement un minimum de sécurité, de confort, etc. Donc en fait la culture a beaucoup changé. Le statut psychologique du travail aussi. Hein. Bon, maintenant, on est passé d'une période où rendre service à la société par son travail, donc c'était considéré comme valorisant socialement. Donc on participait en fait à la bonne marche de la société. Hein. L'après-guerre, il fallait que tout le monde s'y mette. Hein. On n'était pas en train effectivement de chercher à se valoriser individuellement. Et par contre, maintenant, l'œuvre principale, c'est devenu plus profiter de ses loisirs. Hein. Donc le statut psychologique du travail est différent. Maintenant, on essaye de ne plus s'épuiser au travail, mais plutôt profiter de ses loisirs. Et voilà. Donc en fait, si vous voulez, le cadre socio-culturel de l'accident du travail n'est plus du tout aujourd'hui celui de sa création. C'est-à-dire que cette législation qui a redressé des torts évidents a maintenant, un siècle plus tard, des effets pervers évidents. Donc il faut regarder chaque contexte particulier. Parce que donc dans ce contexte général qui imprime un petit peu les relations employé-employeur, maintenant il faut effectivement regarder ce qui se passe dans le détail. Donc il faut vraiment enquêter immédiatement sur le contexte vraiment personnel de chaque accident.
C'est pas toujours facile. Les médecins du travail connaissent beaucoup mieux que nous le contexte du boulot, parce que nous, on a toujours un son de cloche. Quand les gens nous disent l'employeur a dit ça, 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 etc. Bon, bah, c'est comme quand vous avez au tribunal un juge qui entend une des parties sans l'autre. Il m'a fait ça, ça, ça. Bon, non, il faut entendre normalement les deux parties, hein. Et c'est vrai que c'est pas évident de savoir exactement ce qui se passe au boulot. Donc moi, il faut toujours effectivement quand même entendre la plainte, parce que la personne a toujours une raison de se plaindre. Mais effectivement, est-ce que c'est pas une plainte qui est étoffée d'un mal-être plus général? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont s'adapter plus facilement à certaines situations difficiles parce que ils savent qu'ils vont avoir une évolution de carrière, etc. Puis d'autres, ils savent effectivement qu'ils vont être considérés toujours comme un rouage dans l'entreprise, qui ne sont pas très valorisés. Et ça, c'est effectivement une situation qui n'encourage pas beaucoup à supporter les avanies du quotidien. Donc c'est vrai que c'est important de savoir, en fait, poser la question, est-ce que vous êtes content d'aller au travail tous les jours? Ça, c'est vraiment très important. Et ça doit se faire d'emblée, hein. Le simple fait que les gens nous présentent leurs 3 volets, il faut poser ces questions-là. Parce que donc, oui, comme je vous le rappelle dans le topo, là, des processus biologiques ne souffrent pas, c'est toujours quand même une interprétation. Alors c'est vrai qu'on s'est fait beaucoup assassiner, nous médecins, sur l'idée que la douleur c'était dans la tête, parce que donc ça a la réputation qu'on pense que la douleur est psychologique, donc inventée par la personne, auto-créée en quelque sorte. Mais bon, effectivement, la douleur n'existe nulle part ailleurs que dans la tête, hein. C'est ça quand même dont il faut avoir conscience. Et d'ailleurs, pour des raisons très variées, dont génétiques, notre sensibilité à la douleur varie. C'est-à-dire que le même traumatisme, la même contusion ne va pas donner du tout la même perception de la douleur selon les gens. Hein, c'est un signal qui est déjà interprété physiquement de façon différente chez les gens, mais après, comme ça traverse tout plein de couches de psychologie, voilà, c'est-à-dire que la biologie, à la limite, c'est ce que nous montrent nos examens, et on sait très bien, particulièrement les accidents du travail, qu'on n'a souvent pas d'une très bonne corrélation entre les examens physiques et les plaintes des gens. Donc c'est pour ça que pour raccorder les deux, il faut faire tous les niveaux que je vous ai indiqués. Et enquêter très vite sur le physique, justement, pour déjà savoir de quoi on part au niveau des dégâts physiques. Bien sûr, si vous avez un type qui s'est fracturé quelque chose, ou avec des radios et des échographies strictement normales, vous n'allez pas le prendre en charge de la même façon. Donc il faut, dans Accident du travail, presque prescrire le jour même un bilan complémentaire qui va servir de base de discussion, en fait, hein, pour la prise en charge. Alors que dans une maladie normale, vous ne seriez pas obligé d'aller aussi vite pour aller sur les radios et le complément d'examen. Donc voilà, c'est ce que je dis ici. L'objectivité réside davantage dans les examens complémentaires, mais jusqu'à quand? Donc il faut les demander précocement. Mais donc, il faut quand même recevoir le contexte social subjectif, hein. Donc, vous pouvez très bien, si vous avez affaire à une question de conflit au travail, avec une exploitation abusive, en tout cas perçue par la personne, vous pouvez très bien faire un arrêt de travail. Mais il faut savoir pourquoi on le fait. Il faut savoir qu'on le fait pour un motif, justement, de conflit au travail et pas de lésion physique. Parce que quand on va faire la prise en charge, on va chercher à savoir s'il y a des solutions possibles à apporter aux vrais problèmes, c'est-à-dire aux problèmes relationnels, et pas attendre que la douleur disparaisse parce qu'on aurait donné un anti-inflammatoire ou fait une infiltration. Voilà, parce que si en fait on n'est pas sur le bon niveau d'information, on s'engage finalement dans une attitude qui va nous piéger. Parce qu'on a accepté de reconnaître, par exemple, une souffrance physique, on a signé pour ça, on a dit « Ok, vous avez une lésion », et les gens reviennent en nous disant « Mais ma lésion n'est pas guérie ». Donc vous voyez, ils nous renvoient notre propre discours. Et c'est pour ça que parfois, au bout de plusieurs mois, on continue à signer une prolongation. Parce que comment est-ce qu'on va basculer, maintenant qu'on a dit que c'était lésionnel physiquement, qu'on a reconnu la lésion physique, comment est-ce qu'on va dire que c'est plus ça? C'est se dédire, ça c'est toujours difficile. Donc en fait, on s'est piégé soi-même, hein, parce qu'on a parfois, effectivement... dit « Ok, ouais, ça a l'air grave ce que vous avez, vous êtes sûrement fait très mal », et parce qu'on n'a pas enquêté effectivement sur le reste. Donc on s'est mis dans un piège. Donc il faut, dans la relation médecin-patient, comme ça qui ne trouve pas d'issue, trouver un troisième larron. Alors souvent c'est moi, hein, c'est pour ça que je suis là. Donc, voilà, avec votre bilan complémentaire et votre requête professionnelle, vous pouvez à présent décrire au patient le futur de son accident, à la fois médical et social.
Cette fois, donc, la solution va être complète parce que vous avez pris en compte un petit peu tous ces niveaux d'information. Donc, les fantasmes du cocooning éternel et du retour à l'utérus sont maîtrisés. Alors, l'arrêt de travail améliore-t-il ou détériore-t-il? Bon, je vais peut-être pas faire tout le topo, d'autant qu'il y en a peut-être qui l'ont vu, hein, parce que c'est celui que j'avais fait aux journées médicales calédoniennes. Mais c'était très tôt le matin, donc ceux qui ne sont pas réveillés ne l'ont pas vu. Hein? Ah bon, il n'est plus sur le site en plus. Bon. Et puis j'avais ajouté des choses au début, puis à la fin. Donc bon. Mais je vais passer parce que. Quelle heure il est là? Il est. Ouais, c'est ça, on a encore une grosse demi-heure, quoi. Hein. Bon. Je vais passer plutôt. Oui, enfin bon, il y a des choses qui peuvent être un peu intéressantes pour tout le monde, là, par exemple. Bon, voilà, les sorties. Bon, moi, bon, les sorties, effectivement, restreintes à 3 heures par jour, là, ça a été fait pour éviter les abus, parce qu'effectivement, il y a les arrêts de complaisance, bon, c'est connu, les gens ont besoin de leur journée. Alors, bon. Donc, on a mis ça pour... Mais c'est une sorte de guerre avec des armes et des contre-armes. Donc, bon, en général, ça marche pas très bien. Ça met un médecin conseil derrière chaque médecin prescripteur. C'est pas une très bonne idée. Donc, en fait, moi, je pense que les sorties devraient être effectivement libres et que ça reste de la décision du prescripteur de prescrire un arrêt à bon escient. Et que les sorties libres, en particulier pour l'accident du travail, sont très importantes. Parce que quand on met quelqu'un qui n'est pas bien au boulot entre 4 murs, donc on le met au placard, on ne va jamais effectivement lui permettre de trouver des solutions. Les gens, effectivement, souvent ont besoin d'élargir leur horizon, et là, on le referme. Donc les sorties à limiter à 3 heures par jour pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est les mêmes effets que le confinement que vous avez vu. Hein, bon. Donc, donc du coup, psychiquement, les gens vont très mal. Et on se retrouve, s'il n'y a pas un problème psychique au départ, il y en a un qui est créé par ça. Donc à la limite, comme c'est souvent des gens qui ne mettent pas trop d'attention à leur loisir physique, au fait d'aller marcher, de se changer les idées, de voir les choses autrement, il faut au contraire encourager les gens à sortir. Alors c'est toujours un peu embêtant de voir un type qui est en arrêt de travail se balader, aller nager, etc. Mais bon, si c'est temporaire, c'est quand même une bonne solution. Parce que les gens, effectivement, font le vrai break, parfois dont ils ont besoin. Donc moi, je donne très facilement les sorties libres et je pense qu'il faut être très souple là-dessus. Avec quand même dire pourquoi on le fait. Hein. C'est pas pour que les gens, effectivement, prennent des vacances à regarder des séries télé, etc. Hein. Bon. Parce que l'activité physique, de toute façon, chez un travailleur physique, puisqu'on est, comme je vous l'ai dit dans les maladies professionnelles, très souvent sur des problèmes ostéo-articulaires, le repos est très mauvais. Nous, on est des êtres de mouvement. On est à la base des chasseurs-cueilleurs. Hein. On est censé aller courir après les lapins là, pour... bon, déjà qu'effectivement, l'agriculture, ça n'a pas été terrible. Hein. On n'était pas constitué pour ça. Mais alors, le travail de bureau où la colonne cervicale porte une tête de 5-6 kg toujours au même endroit sans alternance d'appui, ça crée des problèmes. Les gestes répétitifs, effectivement, qu'on fait dans tous les métiers, ça crée des problèmes. La colonne n'est pas conçue pour ça. Elle est conçue pour danser plutôt, grimper aux arbres. Et donc, en fait, il ne faut pas mettre les gens en repos, parce qu'on va diminuer le gainage de ce rachis et on va détériorer encore plus en fait, l'aptitude des gens à supporter des postures contraignantes, etc. Donc, il faut les envoyer faire effectivement de l'activité physique. En plus, corps et esprit, c'est comme ça, c'est-à-dire que vous savez que les marcheurs, ils surfent après sur leurs endorphines, etc. C'est très stimulant. L'activité physique fabrique des neurostimulants, hein, les neurosciences les ont montré. Vous avez des pensées neuves, sortent les philosophes déambulaient. C'est en marchant, effectivement, qu'on trouve des nouvelles idées. Donc, surtout pas enfermer les gens, pas les mettre au placard. Donc, le repos est un traitement comme les autres. Oui, ça, c'est important. Hein. Donc, c'est-à-dire que si vous voyez qu'il ne s'arrange pas, quelqu'un qui a un surmenage au boulot avec un tendon qui travaille trop tous les jours, bon, ok, vous le mettez au repos. Mais si au bout d'une semaine, 15 jours, il ne va pas mieux, c'est pas qu'il était surmené, puisque le repos n'amène rien. Dès qu'un tissu est trop surmené et qu'on le laisse se réparer dans de bonnes conditions, il doit s'améliorer. Donc le fait que le repos ne marche pas, c'est rapidement une indication que ce n'est pas le bon traitement. Donc il faut l'abandonner. Traitement qui ne marche pas, on ne poursuit pas, on reconsidère le problème et on fait autre chose. Donc par exemple, bon, le repos c'est surtout un traitement du traumatisme quand même. Hein. C'est vrai que si un gars s'est tourné le genou, qu'il est tombé d'une échelle, il y a un traumatisme. Là, il y a quand même un temps de réparation. Là, la douleur est bonne conseillère. Hein. C'est un encouragement à ne pas solliciter le tissu.
Mais comme on arrête en même temps l'activité physique, l'arrêt complet n'est pas très stimulant pour que ça se répare. Donc souvent, il faut laisser les gens se fier à leur douleur et reprendre assez vite la marche, les activités, etc. Pas les immobiliser très longtemps. Moi, par exemple, je me suis luxé une fois le coude en tombant d'une échelle. J'ai le radius cubitus qui sont remontés là. Bon. J'ai eu des arrachements, etc. Bon, je me suis immobilisé après réduction une petite semaine. J'étais sur mon vélo au bout de 2 semaines. J'ai recommencé à infiltrer même avant. Et au bout de 3-4 semaines, j'avais aucune séquelle. J'avais récupéré presque mon extension complète, etc. Après un luxé. Parce qu'effectivement, je me suis fié à ma douleur. Et dès que j'ai senti que ça pouvait rebouger, je suis resté dans les limites, etc. Bon, je me suis pris en charge. Si j'avais suivi les consignes de bonne conduite, c'était plâtre 1 mois, 4 à 6 semaines, avec 1 mois de rééducation derrière. J'aurais mis à peu près 3 à 4 mois pour récupérer mon extension. Donc il faut en fait surtout fournir aux gens, si vous voulez, les moyens de savoir en fait à quoi ça sert la douleur et de s'auto-améliorer. Alors c'est vrai que nous, on est souvent dans le sécuritaire, comme on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont compris, on a tendance à faire des guidelines, donc à plâtrer, être sûr que bon. Mais il faut savoir un peu à qui on a affaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent effectivement quand même entendre ce genre de discours, dire voilà ce que vous pouvez faire pour aller plus vite, etc. Donc on peut quand même informer, c'est de l'éducation thérapeutique. Et en tout cas, pour revenir aux maladies professionnelles, par exemple, quand ce n'est pas des traumatismes et des ligamentites et des tendinites chroniques, le simple fait d'arrêter va plutôt détériorer l'aptitude au tissu à résister à l'effort. Donc ça, ce n'est pas du tout un repos qu'il faut. C'est comme pour les sportifs, on ne leur dit pas, quand ils ont une épicondylite, maintenant d'arrêter complètement ou de stopper le sport. On leur dit faites-en un autre. C'est-à-dire de continuer à avoir le métabolisme toujours très stimulé par l'activité physique, parce que c'est le mouvement qui nous stimule tout ça, mais pas aller travailler la zone, par contre, fragilisée. Donc, changer de sport. Si effectivement c'est le mouvement du tennis, aller faire du vélo, de la marche à pied, mais surtout, n'arrêtez pas le sport. Ceux qui arrêtent le sport, ils ont beaucoup plus de mal à reprendre que ceux qui ont juste changé leur façon de faire ou leur sport. Donc, pour un salarié, c'est pareil. Si on a une ligamentite ou une tendinite chronique, il faut le changer de poste, il faut lui faire mettre d'autres tâches, il ne faut pas le mettre au repos. Voilà. Et donc, si on l'immobilise en plus avec une attelle, très souvent, par exemple, c'est les tendinites du poignet, sous attelle, ça va mettre des mois à guérir et ça a rendu les tendons totalement intolérants à l'effort parce que pendant des mois, ça n'a pas travaillé. Donc, en fait, ça rend l'employé inapte. Et donc, en fait, souvent, il faut mettre plutôt des petites gaines légères, comme utilisent les joueurs de badminton. Ça double un peu les ligaments. Ça n'immobilise pas complètement. Ça protège sans bloquer, quoi. Puis, on peut travailler avec. Et puis, il faut surtout faire de l'éducation thérapeutique, montrer un petit peu comment on peut faire autrement, etc. Enfin, donner aux salariés, enfin aux travailleurs, les solutions pour aller mieux, quoi. Encore faut-il qu'ils soient motivés pour ça. Et c'est le problème avec l'accident du travail, c'est que ça ne motive pas, puisque finalement on est à la maison, on est payé, tout va bien. Donc il faut repérer le passage en fait en douleur-maladie, c'est-à-dire que quand les gens deviennent leur douleur, parce que normalement on est informé d'une douleur, mais au bout d'un moment dans la douleur chronique, on devient sa douleur. On est un assemblage en fait de traitement de nos informations. Et on n'est pas avec un petit homoncule qui regarde ce qui se passe sous le crâne, là, on est vraiment nos sensations. Donc les gens deviennent leur douleur quand c'est du quotidien. Il n'y a plus de douleur information, ça devient une douleur identitaire. Et c'est un problème dans les accidents du travail parce que les gens deviennent leur douleur et n'existent plus autrement. Donc, alors souvent, les gens qui se laissent piéger par ça, c'est des gens, effectivement, qui n'ont pas beaucoup de perspectives, forcément au niveau professionnel, qui n'ont pas forcément des loisirs très développés, etc. Donc, c'est d'ailleurs plus ça qu'il faut faire. Pour sevrer les gens d'une douleur, il faut leur donner beaucoup plus de choses plaisantes à faire. Il ne faut pas leur dire « votre douleur n'existe pas », ça c'est effectivement complètement idiot. C'est nier leur existence, à la limite. Donc, jamais dire « votre douleur est fausse ». Non, il faut dire « qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre qu'être un douloureux ». Donc c'est comme pour toutes les addictions, il ne faut pas dire arrêtez l'alcool, arrêtez le tabac. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour remplacer ça? Et en fait, il faut des choses plutôt plaisantes. Il faut des choses très plaisantes pour concurrencer une douleur qui permet quand même de rester chez soi sans travailler et de toucher son salaire. Donc, alors la rééducation est intéressante, mais très souvent, je vois des accidentés du travail qui vont chez le kiné 2-3 fois par semaine,
qui passent en tout 1 heure et demie. Et ça représente peanuts. Le reste du temps, ils sont sédentaires, donc c'est vraiment presque rien par rapport à leur activité habituelle. C'est-à-dire que d'habitude, ils font effectivement 40 heures par semaine d'activité très stimulante, etc. Et là, c'est tombé à 1 heure et demie chez un kiné, cool. Donc effectivement, ils se déconditionnent des efforts. Ce n'est pas le kiné qui va les reconditionner au boulot, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que bon, un kiné, c'est plutôt éducatif. C'est effectivement comment faire, c'est très bien justement pour l'ergonomie et tout ça. Mais la vraie rééducation, c'est de remettre les gens dans un boulot qui leur convienne. Alors c'est le principe du mi-temps thérapeutique que j'utilise énormément, comme les confrères de la Caisse le savent. Mais bon, c'est quand même, après plusieurs mois d'arrêt, la seule façon de les remettre au boulot, parce qu'ils sont réellement devenus inaptes au travail avec le repos prolongé. Donc le mi-temps thérapeutique, c'est la solution, hein. Il faut passer un contrat avec l'employeur et le salarié. Et effectivement, il faut parfois insister, parce que quand les gens sont absents du boulot depuis longtemps, l'employeur n'est pas tellement encouragé à le... Et d'ailleurs, moi je me sers, pour vous dire comment c'est possible d'arrêter un arrêt de travail en accident du travail, je me sers finalement des limites quand même de la protection de l'accident du travail. Parce qu'au bout de 6 mois, si je ne me trompe pas, le salarié peut être licencié quand même, hein. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus long. Ah oui, c'est au bout de combien de temps? Jamais? Ah bah alors c'est comme la métropole. Bon alors je leur raconte des bêtises depuis longtemps. Désolé. Mais bon, ça marche pas mal. Vous voyez, comme quoi, hein, si c'était moins protégé, parce que quand je dis aux gens, au bout de 6 mois, vous pouvez être licencié, là, ils m'écoutent. Alors qu'avant, ils ne m'écoutent pas du tout, hein. Je me sers essentiellement donc d'une fausse information. Et donc, bon, je ne sais pas comment je vais faire après ce soir. Voilà. Alors le mi-temps, on peut le mettre en plus assez facilement, hein. Administrativement, par contre, là, je crois que je suis à peu près sûr de moi. Il suffit d'une journée d'arrêt à temps complet, hein. Il en faut quand même au moins une, parce que ça ne peut pas être d'emblée démarrer un mi-temps. Donc là, le mi-temps, c'est très bien. Bon, si un travailleur surmené, bah, vous le mettez déjà la moitié des heures au lieu de la totalité. Ça évite de l'enlever de son milieu professionnel. Donc le mi-temps, on devrait le mettre en place beaucoup plus vite. Et puis on sait effectivement que c'est quand même une mesure provisoire. Ce n'est pas un poste de travail définitif à mi-temps. C'est temporaire, et essayer de voir comment ça peut fonctionner. Alors souvent les mi-temps encouragent quand même les employeurs à essayer de trouver des aménagements, ça les sensibilise au problème. Donc c'est un moyen de dire, il y a un problème quand même, hein, le mi-temps. Donc le médecin du travail est très important, même essentiel pour servir de médiateur, parce que nous, bien sûr, on ne sait pas ce qu'ils font exactement. Enfin, on le sait par le salarié, mais on ne va pas vérifier la pénibilité des tâches sur place, hein. Alors d'ailleurs, encore un petit aparté, quand il y a justement des conflits sur la réalité de l'accident du travail, bon, il y a des contestations, et donc nous, on voit en comité des maladies professionnelles, on va juger ces cas, et on est à 3. Donc il y a effectivement le médecin conseil, le médecin du travail, et puis un spécialiste. Donc en l'occurrence, comme c'est souvent des maladies ostéo-articulaires, c'est moi. Et donc c'est très bien, ces trios, parce qu'en fait, déjà on est obligé de tomber d'accord, enfin on est forcément 2 contre 1, donc il y a jamais il y a toujours une décision qui est prise, et puis toutes les parties sont représentées. C'est-à-dire que les intérêts de l'employé sont représentés par le médecin du travail, qui va quand même effectivement sur le travail voir les conditions, et qui sait comment ça se passe dans la réalité. Donc si effectivement l'employé est réellement exploité, surmené, et bon, n'a pas des conditions de travail correctes, on le sait. Le médecin du travail nous le dit. Il y a en plus une enquête quand même d'un technicien qui interroge l'employeur, qui voit ce qui se passe, qui chiffre. Donc il y a quand même une codification assez stricte, hein. C'est-à-dire que dans ces conflits, avec effectivement une décision, on a quand même des données chiffrées, hein. On comptabilise la pénibilité du poste quand même. Donc médecin du travail représente le salarié, le médecin conseil représente quand même le gendarme qui dit, bon, est-ce que ça peut continuer ou pas, parce que ça coûte cher, hein. Il faut quand même quelqu'un qui vienne dire, représenter l'intérêt collectif, parce qu'à chaque fois qu'on met des ressources dans l'accident du travail, c'est des ressources qu'on a en moins ailleurs. Donc il faut représenter l'intérêt collectif. Il devrait toujours être là, un petit peu en surimpression sur la relation médecin-malade.
Parce que si on donne des choses qui sont indues, bah, c'est d'autres qui vont le payer en fait, et parfois en défaut de soins. Et là, on voit qu'effectivement, ce régime est très déficitaire. Donc, quels sont les moyens qu'on a en moins ailleurs à cause de ça? Il faut quand même toujours réfléchir à ça. Donc, l'intervention du médecin conseil est importante. Et puis, moi, je vois les choses de façon un peu plus clinique. C'est-à-dire, je vois un peu l'histoire et de savoir si ça correspond vraiment déjà aux déclarations qu'on a faites. Parce qu'il y a des choses qui sont cohérentes. Quand vous avez un type qui manipule le même outil tous les jours, qui se fait une tendinite, bon là c'est facile, on comprend. Et puis parfois c'est des gens effectivement qui auraient une grosse tendinite à l'épaule alors qu'ils n'ont pas du tout un poste physiquement pénible. Donc c'est parfois là où il faut justement voir si c'est pas un problème plutôt cervical, etc. Est-ce qu'on a déclaré finalement la bonne maladie? Bon, en tout cas, on arrive toujours à trouver finalement, en réunissant ces trois visions différentes du problème, on arrive toujours à trouver finalement, on tombe d'accord et ça marche très bien. Donc, alors quand effectivement il y a un mi-temps thérapeutique, il faut essayer d'en profiter pour justement casser un petit peu les routines et les comportements un peu robotisés chez l'employé. Donc, faut vraiment passer un petit peu de temps quand même à expliquer comment ça peut se passer. Il faut que l'employé participe. Hein. Un mi-temps thérapeutique sans vraiment volontarisme de la part de l'employé, ça ne marche pas. Moi, quand j'arrive, que je le propose, ce n'est pas le bon moment. Je fais toujours un papier d'explication pour l'employeur pour un petit peu faciliter les choses et voir un peu comment ça se passe déjà au boulot. Mais si l'employé n'a pas envie d'y retourner, de toute façon, il ne donnera pas le papier et je revois parfois des mois plus tard le gars toujours dans la même situation. Hein. Il n'a même pas fait la demande de mi-temps thérapeutique. Donc il faut qu'il y ait quand même un investissement du salarié pour retourner au boulot. Et donc, s'il y a un moment pour ça, c'est vrai que parfois, quand c'est trop tôt, ou si on n'a pas vu un de ces niveaux d'information pathologiques dont je vous ai parlé au départ, bah, on tombe, même la proposition de mi-temps, ça tombe à l'eau. Voilà, bon, ça c'est les petits conseils donc, que je donne sur s'auto-observer. Bon. Voir aussi, parce que bon, le problème aussi, c'est important, ça, c'est que la douleur, si vous voulez, fixe les gens dans le présent. Quand on devient une douleur, on est sa douleur, on n'est pas en train de penser à demain, dans un mois, un an. On est en fait dans un quotidien douloureux. Et les gens nous parlent que du présent, que de ce qu'ils ressentent. Alors c'est bien d'éprouver, hein. Parfois on s'observe un peu trop, on est toujours en train de penser à ce qui va se passer et puis jamais au présent. Les philosophes disent maintenant, profitez un peu du présent, de l'instant présent. C'est la philosophie de l'instant. Mais dans la douleur, c'est pas terrible l'instant et le présent. Donc il faut en sortir. Donc il faut inciter les gens à penser à ce qu'ils peuvent être à nouveau. Donc c'est vraiment important de leur dire, de leur faire écrire, ou de se mettre devant le miroir. Moi je leur dis souvent, mettez-vous dans la page blanche et vous me ramenez votre projet pour la prochaine fois. Qu'est-ce que vous allez faire dans un mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans? Et souvent les gens, ils sont stupéfaits, quoi. Je veux dire, enfin dans les accidentés du travail. Ils n'ont jamais pensé à ça. Donc il faut les extraire, il faut leur redonner une dimension temporelle au niveau de la personnalité. Parce que sinon, on a affaire à un poignet douloureux. Et d'ailleurs, souvent, moi, je donne toutes ces explications, je passe du temps, une demi-heure. Et puis, les gens me disent au bout d'une demi-heure, et mon poignet douloureux, là, vous en pensez quoi? Bon, voilà, parce que les gens sont en fait une douleur, je discute avec une douleur. Donc, il faut effectivement qu'eux-mêmes s'observent en train d'être comme ça et qu'ils reviennent Il faut qu'ils se parlent, en fait. Donc, je les incite effectivement à refaire un petit projet avec un avenir. Donc tout ça peut faire intervenir beaucoup de confrères d'ailleurs. Hein, bon, c'est vrai que c'est difficile d'envoyer un accidenté du travail chez le psy hein, quand même. Je ne sais pas si tu en vois, Bruno, tu envoyais beaucoup. Mais peut-être pas pendant l'accident, après, non? Ouais. Voilà. Voilà. En tout cas, il faut une prise en charge pluridisciplinaire. Hein. C'est vraiment important d'être à plusieurs, parce que si on est tout seul à tenir le discours que je vous tiens, là c'est difficile. Hein. Il faut qu'on soit un petit peu soudé autour d'une politique de réintégration dans la société. Et donc, voilà. Donc, alors oui, bon ça c'est ma conclusion originale, que Patricia a déjà lue. Curiosité, il meurt après une relation sexuelle, la justice considère que c'est un accident du travail. Comme quoi, effectivement, quand on est...
Donc là, vous pouvez lire l'histoire, là, donc la justice a tranché. Là, on a déplacement professionnel, le salarié est sous l'autorité de son employeur en toutes circonstances. Donc l'année dernière, la Cour d'appel a requalifié un arrêt cardiaque fatal après une relation sexuelle en accident du travail. Donc s'il est mort en déplacement professionnel en Loiret, donc au domicile d'une parfaite inconnue avec lequel il vient d'avoir une relation. Donc ça a été quand même déclaré comme accident du travail, mais donc ensuite l'employeur a essayé de dire, bah quand même, je ne lui ai pas demandé d'aller avoir une relation, enfin c'était pas son outil professionnel principal là qu'il avait en main. Et donc la caisse quand même a notamment insisté sur le fait qu'un rapport sexuel relève des actes de la vie courante, à l'instar de prendre une douche et un repas. Donc en déplacement, comme tout est en rapport avec le fait de se déplacer pour son travail, donc ça a été requalifié dans le sens de la caisse. Donc la Cour d'appel a tranché en disant qu'effectivement, c'était bien un accident du travail. Donc vous voyez... Donc, n'hésitez pas à faire des frais professionnels. Voilà, c'était ma conclusion. Je vais faire mon possible pour aller très vite. On a 3 minutes. Donc voilà. Donc j'avais au départ essayé de réfléchir au parcours du patient accidenté du travail qui voit son médecin traitant et essayer d'avoir des outils en fait à conseiller aux médecins traitants pour être moins seul à traiter la difficulté d'une installation dans ce statut. Donc je parle uniquement des situations d'accident de travail qui risquent d'être durables, avec même au final, pour le patient, au départ peut-être des bénéfices secondaires, mais au final peut-être à la clé une perte d'emploi. En parallèle de cela, j'avais extrait 8 slides de l'École nationale supérieure de sécurité sociale, dans lequel on a été tous formés, les praticiens conseils, à Saint-Étienne. Jusqu'à il y a quelques années, il faut savoir que cette école nous faisait une immersion de 4 semaines à Saint-Étienne, et depuis, c'est en fait eux qui viennent dans le service du contrôle médical tous les 2 ou 3 ans, sur des périodes de quelques jours. Voilà, pour nous remettre à jour. N'est-ce pas, Serge ? Donc, alors très rapidement, sachez que à partir de 1958, la CAFAT a intégré le régime des accidents de travail en métropole 45. Donc, on n'est pas si mauvais. Les valeurs, moi je tenais à ce slide pour vous dire que effectivement l'exigence sociale, l'équité, l'anticipation, ce sont des valeurs qui sont très porteuses dans le régime des accidents de travail, à savoir sur les risques professionnels, mais aussi l'impartialité qu'on tente d'avoir dans les décisions rendues. Et lorsqu'il s'agit de donner des mêmes avis de la part de plusieurs médecins conseils dans une équipe, ça passe par l'harmonisation des avis, des commissions d'avis, voilà. Ensuite, donc vous avez vu, je ne reviens pas dessus, c'était donc la définition des conditions d'accès à l'acceptation de l'accident. Également, c'est important de savoir que même s'il y a faute du salarié, je reprends aussi les propos précédemment dits par mes collègues, s'il y a faute du salarié, de toute façon, ce sera la nature professionnelle de l'accident sera reconnue. Par contre, l'incidence à la clé, à la sortie, va avoir son importance. C'est-à-dire que si vous n'avez pas
suffisamment éventuellement les informations de la part de votre patient, il faut pouvoir, je pense, l'interroger, essayer d'avoir une relation de confiance où il va pouvoir avoir un espace et discuter. Parce qu'effectivement, nous, en étant au noir, hein, évidemment, au contrôle médical, nous avons surtout à traiter les accidents de travail avec des arrêts surdimensionnés de travail et une difficulté, un enlisement. Donc, si votre patient, finalement, était en période d'essai non reconduit, s'il était en fin de contrat à durée déterminée et n'a pas de solution finalement de plan B, il faut pouvoir peut-être effectivement le savoir. Si il y avait des sanctions disciplinaires qui étaient en passe au moment de l'accident ou quelques jours avant, qui étaient effectivement en discussion avec l'employeur et que l'accident a lieu, ça met entre parenthèses toute cette situation, mais qui va revenir de toute façon à l'issue. Et l'issue, c'est au moment où finalement vous allez soit réaliser le certificat de consolidation, soit la guérison, qui met fin à cette période en arrêt de travail. Donc je passe vite pour la formalité de déclaration, qui est quasi la même qu'en métropole. La présomption d'imputabilité, on en avait parlé. Donc le certificat de guérison après la période de soins, donc c'est toujours susceptible d'être revu puisque la guérison n'est qu'apparente. Et nous avons beaucoup de patients qui reviennent par la fenêtre ou par la porte arrière, où nous avons des demandes de réaggravation ou de rechute tout le long de la vie. Un exemple, un patient actuellement à 90 ans, il nous a fait une demande d'aggravation pour des lombalgies l'année dernière, pour un accident de 1961. Voilà. Voilà. Il n'est pas obligé d'avoir un certificat de son médecin. On est obligé de le voir, de le recevoir, de faire l'examen clinique, de comparer avec les différents rapports d'expertise précédents. Donc, pour arriver à la consolidation, lorsque la situation de la lésion s'est fixée, mais pour autant le patient n'a pas recouvré son état antérieur, effectivement, il va y avoir une différentielle pour lequel soit des soins vont être nécessaires, ou pas d'ailleurs, les soins peuvent continuer, mais le droit à indemnisation sous forme de l'arrêt de travail s'arrête. À partir de ce moment-là, c'est au médecin traitant de réaliser le certificat final de consolidation avec séquelles. Quelquefois, il n'y arrive pas. Pour les différentes raisons de souffrance du patient, il est dans une... Donc, les conseils que nous souhaitons apporter, l'équipe des médecins conseils, c'est de dire que effectivement, dès le début, ça a déjà été très bien dit, dès le début, il faut pouvoir faire un bilan lésionnel. Et vraiment s'entourer ne pas rester seul en tant que médecin traitant, généraliste, mais s'entourer très vite d'avis de spécialistes. Une imagerie, même si elle est négative, au moins en avoir une au départ. Et par contre, garder la main et toujours coordonner, faire revenir le patient. Les renouvellements d'arrêt peuvent très bien être faits par le généraliste, tandis que le spécialiste, lui, donne son avis, un avis finalement sapitaire. Et puis vous reprenez la main. Même dans les cabinets d'associés ou avec des remplaçants réguliers, il est important d'essayer, tant que faire se peut, que le patient revienne à vous, pour avoir vraiment une visibilité du parcours réel du patient. Et puis, apprendre à mieux le connaître et à apprendre à connaître sa dimension sociale, ses loisirs, sa vision du travail, voilà, tout ça, effectivement, prend tellement de temps que vous ne pouvez pas le faire en une consultation. Voilà. Donc, c'était... Il y a le recours ajusté aussi à la rééducation fonctionnelle, les confrères spécialistes, MPR, algologie, rhumato, orthopédie, psychiatrie. Nous ne sommes pas contre quelques consultations effectivement de psychiatrie sur des douleurs chroniques qui s'installent et qui sont surdimensionnées par rapport aux faits générateurs. Moi, je reviens souvent aux faits accidentels générateurs. Je leur fais raconter
l'accident. Et quelquefois, vous êtes vraiment scotché parce que le fait accidentel est mineur, vous êtes déjà à 1 an d'arrêt. Il y a vraiment un problème quelque part. Voilà. Donc, prendre contact avec le médecin conseil quand vous trouvez que la situation s'est enlisée. Le médecin conseil peut aider à proposer la suspension des indemnités journalières, là, mais avec une période souvent effectivement transitoire de mi-temps thérapeutique. Donc on peut le suggérer, puis envoyer au SMIT. Le médecin conseil régulièrement écrit à la fois au médecin traitant et au SMIT, sur ce qui est de la part du secret bien sûr partagé, uniquement dans notre mission. Voilà, donc si vous avez des difficultés aussi à consolider, puisque c'est une date couperet qui va vraiment mettre fin à un statut, vous pouvez aussi nous écrire, nous téléphoner, demander, solliciter un rendez-vous. Enfin, solliciter une convocation en fait, de l'assuré. Nous, on va le faire sur nos propres critères. Je vous ai laissé donc à l'entrée en fait un barème indicatif, hein, simplement sur les durées de prescription moyenne pour la traumatologie, que ce soit en maladie ou en accident de travail. Si on part de la même lésion, on devrait s'attendre à la même durée. Là, ce sont les durées moyennes, on va dire, dans la vraie réalité de terrain, métropole. Et donc, à partir de là, si vous voyez qu'effectivement, vous êtes largement en passe si vous êtes en situation d'avoir largement dépassé le délai, sollicitez-nous, on aidera aussi cette partie. L'idée, c'est aussi que le patient ne soit pas désinséré, enfin, qu'il n'y ait pas de désinsertion professionnelle. Donc, s'il est heureux au travail, plus vite il y retourne, mieux ce sera. Par contre, des fois, on a effectivement des situations qui sont de toute façon tellement détériorées que on a très très vite, hein, avant la fin de la première année, une très forte conviction que ce ne sera jamais plus. Donc, travailler sur la reconversion, travailler sur le départ négocié finalement, l'inaptitude, la retraite par inaptitude à partir de 50 ans. Enfin, on a possibilité de réfléchir à plusieurs, hein, ça se fait peut-être virtuellement sur plusieurs étapes en fait, c'est-à-dire qu'on va voir le patient uniquement effectivement face à face, mais après on peut rediscuter, lui demander de revenir, téléphoner, enfin voilà, c'est possible. Et donc une définition sinistrose, on en a, enfin, peut-être que le terme est pas plus utilisé, mais je me souviens quand on avait travaillé le diplôme d'université sur la douleur, c'était 2002-2003 à Nouméa. On nous parlait beaucoup de cette pathologie. Et la sinistrose, c'est en fait un état mental de certains accidentés du travail, mais pas seulement, qui exagèrent leur impotence fonctionnelle, consciemment ou inconsciemment, l'enrichissant souvent de malaises subjectifs et manifestant des tendances revendicatrices. Nous sommes aussi, nous, médecins conseils, amenés à voir pas mal de patients, en fait, peut-être pas énormément, hein, on a un biais de recrutement, forcément, mais nous voyons beaucoup de patients très revendicateurs, très installés dans un statut. Et voilà. Donc, et la sinistrose, je pense que c'est possible de trouver des solutions, mais pas tout seul. Je pense qu'on est 2-3 médecins au moins pour pouvoir aider. Voilà, tout simplement. Donc, la réparation de l'incapacité permanente, c'est à l'issue, lorsque le patient aura repris le travail et qu'il aura des séquelles. Nous le voyons 2-3 mois après la reprise réelle du travail pour reprendre ses doléances, faire un rapide rappel des circonstances de l'accident. On établit un rapport d'incapacité permanente qui sera envoyé, pour ce qui est des conclusions uniquement, à la caisse, qui calculera sur une moyenne des salaires, les 12 derniers salaires, mixés à notre rapport, à notre taux
médical qui calculera la rente. Puisque tout à l'heure, on a vu Olivier Marion indiquer sur un slide, n'oubliez pas, 4 milliards 4 par an, dont 1,5 milliard de rente chaque année, donc 1,5 milliard de rente versée. Donc, le juste milieu, c'est assez complexe parce qu'il ne faut pas que la consolidation arrive trop tôt, il faut attendre que les soins agissent, qu'il y ait un état stabilisé. Si la consolidation arrive trop tôt, les séquelles sont importantes alors qu'on est encore dans du soin actif. Voilà, donc c'était juste pour vous donner ces messages. C'est fini.